Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 24 août 2023. Nous sommes à la veille d'une journée importante, demain, vendredi, parce que vendredi, demain, donc, il y a M. Powell, le patron de la Réserve fédérale américaine, qui va faire un discours. Euh, il y a, comment dire, des symposiums financiers, économiques, périodiques qui se font aux États-Unis. Et M. Powell est là, il va parler. Habituellement, on l'écoute beaucoup parce que finalement, il va donner un peu le ton de qu'est-ce qui s'en vient avec les taux d'intérêt. On fait l'hypothèse parce que si vous regardez le marché boursier, il est magnifique, il continue de monter et tout va bien. Donc, on suppose donc que M. Powell va s'arrêter d'augmenter les taux d'intérêt. Pas qu'il va les diminuer, mais qui va quand même faire une pause avant de éventuellement faire autre chose. On suppose que finalement, autre supposition qu'on fait. Et la supposition, c'est qu'une fois que M. Powell arrête d'augmenter les taux d'intérêt, et ici aussi au Canada, naturellement, on arrête de faire la même chose, finalement, est-ce que les taux d'intérêt vont retourner à la baisse? Pas sûr. C'est une chose importante, c'est que quand vous avez les taux d'intérêt comme actuellement, mettons, je ne sais pas aux États-Unis, puis dans le cas de M. Powell, mettons, je pense que c'est 5 et quelques pourcents. Ce 5, mettons 5%, c'est utile pour lui. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y a il n'y a pas d'inflation, le jour que l'économie ne va pas bien, il peut toujours baisser les taux d'intérêt pour relancer l'économie. Tandis que si les taux d'intérêt sont aussi bas que comme on les a connus depuis des années, finalement, il n'y a pas de territoire pour pouvoir baisser les taux d'intérêt parce qu'on s'en va dans le négatif. Donc, c'est pour ça que probablement, une fois qu'il a terminé de monter les taux d'intérêt, espérons que c'est fini, tout au moins à présent, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va conserver ces taux d'intérêt-là. Tout le monde s'habitue à ça, on est confortable plus ou moins avec ça, parce qu'on dirait que l'économie va bien, canadienne et américaine, ça va bien. Et donc, malgré les taux d'intérêt quand même qui sont élevés, les taux hypothécaires qui sont hauts et tout ça, on ne voit pas encore de ralentissement économique dû à la hausse des taux d'intérêt, comme si on escomptait le fait que ces taux d'intérêt, c'était normal de les avoir au niveau comme ils sont actuellement. Donc, probablement, ils vont rester tels quels. Une fois dit tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on ne va pas parler dans le vidéo d'aujourd'hui, donc on ne va pas parler de vraiment des banques, mais on parle des banques ombres. C'est-à-dire, regardez le titre, le système bancaire parallèle, les shadow banking. Donc, les banques qui sont dans l'ombre, est-ce qu'il y en a? Est-ce que c'est péjoratif, ça? Ce n'est pas vraiment péjoratif, je dois vous dire, mais simplement, ça paraît mauvais. Dit, comment il y a des banques qui sont cachées? Non, il y a un système, il y a, comment dire, un système bancaire qui n'est pas comme le système bancaire, mais qui travaille un peu comme les banques, mais avec des grosses différences. Donc, c'est un gros sujet, je dois vous dire. Ici, on le vit dans quelques minutes, mais il faudrait passer peut-être 20 heures là-dessus, tellement c'est vaste comme sujet. Finalement, l'idée de fond, c'est qu'on est tous habitués à regarder les banques comme les banques qu'on connaît. On va à la banque, à RBC, je sais pas, à Toronto Dominion, on va, je sais pas, à la Banque nationale et tout ça. On va à la banque, ça c'est la banque que nous on connaît. Mais qu'est-ce qu'elle a une banque normale? La banque normale se retrouve à faire partie d'un système sous l'égide de la Banque centrale. Elle a accès, si elle a des difficultés économiques, la Banque centrale va lui prêter de l'argent. Euh, il y a, je ne sais pas, une assurance dépôt, par exemple, il y a des choses comme ça. Tandis que tout ça, ça n'existe pas dans les banques dites ombres ou les banques qui sont dites donc banques parallèles. Donc ces banques parallèles-là, en réalité, ne sont pas vraiment des banques, mais elles agissent comme des banques. Parce que finalement, nous, qu'est-ce qu'on sait d'une banque normale? On dépose notre chèque de paie, la banque prend notre argent à court terme, il nous donne presque rien pour le court terme comme investissement, il prend cet argent-là et il le prête pour faire circuler l'économie, mais pour faire de l'argent avec des taux d'intérêt plus élevés de ce qu'il nous paye à nous. Et ça, la différentielle, ce serait une partie des gains que la banque a fait. Tandis que là, dans le cas des banques parallèles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Regardez un peu comment c'est marqué là. Il dit les banques parallèles, pas d'accès au financement des banques centrales. Donc, la banque centrale n'est pas là pour les aider si la banque a des problèmes. Ensuite,
elle n'accepte pas de dépôt. Donc, il n'y a pas un guichet, dites, ah, je vais à la banque parallèle, puis je dépose de l'argent. Ça n'existe pas. Ensuite, elles ne sont pas soumises à des réserves. Euh, Ça veut dire quoi? C'est que la banque normale, comprenez la Banque nationale, comme les autres banques que nous on connaît, ces banques-là sont soumises à, quand elles prêtent de l'argent, à garder toujours un certain pourcentage d'argent, euh, disons cash, pas cash, mais investi finalement, peu importe, mais à ne pas le prêter. Par exemple, sur 100 dollars qui sont déposés par les gens, ils peuvent prêter, mettons, 80 dollars, mais pas 100 dollars. Donc, il y a des limites. Et la Banque centrale travaille là, avec cette limite-là, pour freiner éventuellement l'économie ou pour la relancer en augmentant ou en diminuant ce pourcentage que les banques sont obligées de garder comme liquidité ou enfin, à ne pas prêter. Dans le cas des banques parallèles, elles n'ont pas cette obligation. Donc, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et donc, habituellement, elles ont un passif à court terme et un actif à long terme. Ça veut dire quoi, passif à court terme? C'est que finalement, ils émettent du papier commercial, elles se font payer pour émettre ce papier commercial et elles placent ce papier commercial dans des actifs à long terme, lesquels, par contre, ils peuvent être liquides, donc c'est dangereux un peu. Notez bien, ils ne sont pas soumis à des réserves. Donc, ils émettent, mettons, pour 1 million de papier commercial, ils reçoivent le million, ils investissent dans des choses à long terme qui rapportent plus ou d'autres activités, et puis finalement, ils payent les intérêts sur le papier commercial qui est habituellement à 3 mois. Et donc, ça, c'est l'activité principale qu'ils font. Mais d'où ça vient cet argent ou toutes ces choses-là? Regardez, euh, qui sont finalement donc ces banques, mettons, parallèles ou ombres? Ce sont des hedge funds. Par exemple, un hedge fund, un fonds d'investissement, il est en dehors de toutes les règles. C'est-à-dire, ils ont des fonds qui viennent des fonds de pension, puis des choses comme ça, et puis ils les investissent. C'est un monde gigantesque, celui des hedge funds. Et c'est pratiquement. Mais nous, on n'a pas accès en tant qu'individu à des hedge funds, à moins d'être ultra fortuné, parce que la loi ne permet pas ça. Donc, ces hedge funds, par exemple, il y en a aux États-Unis de ceux qui gèrent, par exemple, je ne sais pas, ils parient, par exemple, que l'Argentine est incapable de payer sa dette, donc ils shortent le marché canadien, pardon, argentin, et, et ils font des. Mais ça prend beaucoup d'argent pour faire ça. D'où ça vient cet argent-là? Ben, ça vient des fonds de pension, ça vient finalement de toutes sortes de banques, ça vient, puis tout ça. Donc finalement, ça c'est les hedge funds. C'est vraiment des grosses machines. Dans les hedge funds, vous avez ici un exemple, regardez, juste pour vous dire, est-ce que c'est dangereux les hedge funds? Ben, jusqu'à un certain moment, regardez, en 1998, il y avait le Long Term Capital Management. J'ai mis un E de 3 ici à terme. Long Term Capital Management. Qu'est-ce que c'était? C'était un hedge fund qui jouait, imaginez, il jouait l'idée que les taux d'intérêt s'en allaient, ceux qui étaient supérieurs, là j'invente, supérieurs à 5 ils devaient descendre à 5. Et ceux qui étaient inférieurs à 5, ils devaient monter à 5. C'était sur toute la planète, c'est-à-dire nous sommes dans le plein de la globalisation en 1998 et on pense que finalement, on pense, enfin ceux qui avaient ce hedge fund-là, pensaient que les taux d'intérêt donc devraient s'uniformiser mondialement parlant. Donc, et pour eux, c'était à peu près 5 Donc, si c'était plus haut que 5, ça devait descendre. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils shortaient le marché, enfin, où il allait long dans le marché des différents pays en fonction de l'idée que tout ce qui était 7, ça tombait peut-être à 5, tout ce qui était à 3, ça montait à 5. Et donc, naturellement, est-ce qu'ils étaient bons? Oui, ils ont fait ça pendant des années et ils étaient tellement bons qu'ils ont tiré tellement de capitaux, même des banques, les banques que nous on connaît, ont mis des capitaux là-dedans. Seulement que finalement, en 1998, les taux qui devaient descendre se sont mis à monter et les taux qui devaient monter se sont mis à descendre. Donc, ça a été une crise à l'époque, si vous lisez un peu ce qui s'est passé en finance en 1998. Il y avait des gros problèmes en Russie, je pense, il y avait des problèmes en Thaïlande, il y avait des problèmes au Brésil, enfin tout ça. Et les taux d'intérêt ont marché à l'envers. Au lieu de ceux qui étaient bas, au lieu de monter, se sont mis à aller encore plus bas.
et les autres se sont mis, qui étaient plus hauts, ils se sont mis à continuer à aller plus haut. Finalement, ça a créé un désastre énorme. Pourquoi? Parce que ce hedge fund possédait, mettons, juste je mets un exemple, ils avaient 1 milliard de dollars. Ça, c'est les vrais fonds. Mais après, par effet de levier, comme ils faisaient, ils y allaient sur marge et puis tout ça, ils ont investi beaucoup plus. Naturellement, si ça va bien, ils font un paquet d'argent, mais si ça va mal, ils en perdent beaucoup. C'était tellement dangereux en 1998, finalement, c'est que même à l'époque, le gouvernement américain, le Parlement avait demandé finalement à M. Greenspan, qui était le patron de la Réserve fédérale à l'époque, d'expliquer si le système bancaire américain était à défaut, à risque, avec cette affaire-là. Donc, donc, les hedge funds sont des, comment dire, des banques privées, si vous voulez, pas banques privées, mais des banques parallèles, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc, ils reçoivent l'argent, un peu comme nous, on va à la banque, on dépose notre argent, ben, eux, ils reçoivent de l'argent, et puis ensuite, ils investissent, mais ils n'ont pas les contraintes d'investissement que, par exemple, la banque à laquelle nous, on va déposer notre chèque de paie a. Et un autre exemple, regardez encore plus, mais là, si je voulais simplement, avant de continuer, donc, encore une fois, elle n'accepte pas de dépôt, des dépôts de nous, notre chèque de paie. Ensuite, elles ne sont pas soumises à des réserves, comme on a dit. Habituellement, elles font un passif à court terme pour avoir le capital et l'actif est à long terme. Et souvent, ça peut arriver que le long terme est illiquide, c'est-à-dire il ne peut pas s'en défaire si ça va mal. Vous savez, ce truc-là, vous l'avez fait, par exemple, imaginez la Banque de Californie qui a fait faillite, je crois, en début de l'année. Cette banque-là avait fait à peu près comme la description ici d'une banque. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient le dépôt des gens, ben, ils prenaient ce dépôt-là, et puis ils le mettaient dans des obligations, mais entre-temps, les obligations se sont mises à tomber de valeur parce que les taux d'intérêt montaient. Et naturellement, les gens, en plus qui avaient déposé l'argent, demandaient leur argent. Et donc, finalement, cette banque était obligée de vendre les obligations qu'elle avait achetées, mettons, à 100 dollars, mais qui, entre-temps, étaient tombées à 70 à cause de la hausse des taux d'intérêt. Et donc, ils devaient vendre en perte. C'est pour ça que cette banque-là de Californie a fait faillite. Bon, mais c'est à peu près le même truc. Mais là, c'était une vraie banque. Tandis, donc, ce n'est pas juste les banques ombres qui ont des problèmes, mais c'est les banques réelles aussi qui peuvent en avoir. Ça dépend finalement quelle est l'intelligence qu'ils ont à faire les choses et quels sont les règlements auxquels ils sont soumis. Donc, vous avez comme intermédiaires financiers qui sont donc, qui font la banque, qui font les banques parallèles. Vous avez les hedge funds qu'on a dit, comme dans le cas du long-term capital management. Ensuite, vous avez des compagnies d'assurance. Les compagnies d'assurance ont beaucoup d'argent et donc finalement, ils peuvent le prêter, cet argent. Et donc, et ensuite le réinvestir dans d'autres choses ou encore faire des compagnies parallèles et puis tout ça. N'oubliez pas que dans ce monde-là, même une banque normale pourrait éventuellement avoir, mettons, une activité telle dans laquelle ils se servent aussi des paradis fiscaux. Donc, c'est des réseaux très, très, très vastes, au fond, de possibilités. Ce n'est pas parce que la banque, une banque que nous, on connaît, est là comme elle est là, juste là. Alors, à côté, il y a une banque parallèle qu'on ne voit pas, comme un hedge fund et puis tout ça. Non, notre banque à nous, elle aussi, peut faire partie finalement d'un réseau plus grand et puis tout ça, dans lequel on peut se retrouver avec des banques parallèles qui sont parallèles à la banque que nous, on connaît comme étant la banque officielle. Donc, attendez, vous avez donc les hedge funds, les compagnies d'assurance, les bureaux de change, bureaux de change. Ensuite, vous avez les fonds de pension. Les fonds de pension aussi ont de l'argent à investir. Imaginez une caisse de dépôt. Là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, la caisse de dépôt, mais il faudrait regarder tout l'argent qui est là. Et donc, est-ce qu'ils vont le prêter et avoir des gains là-dessus? Ils vont l'investir. Et comment ils vont l'investir? Et puis, est-ce que c'est une banque vraiment? Non, mais ils se donnent des contraintes, probablement comme une banque. Mais ça se peut que non. Ce serait analysé à voir. Parce qu'une chose, c'est une banque, et une chose, c'est les autres instruments qui sont ici. Donc, les risques sont donc l'effet de levier. Ils font un effet de levier important. Parce que la banque normale est obligée de tenir un certain pourcentage en réserve. Mais la banque parallèle, elle n'est pas obligée. Et donc, elle peut tout investir. Tout ce qu'elle a comme argent, elle investit. Si ça va bien, elle fait un paquet d'argent. Et puis, mais sinon, ça va mal, pire que si c'était une banque normale.
Ensuite, regardez un exemple. Ils sont aussi très forts, ces banques sont des intermédiaires, donc. Et ces banques-là, ou banques, appelons les banques, mais c'est finalement banques parallèles, ils apportent un terme autre. Si je ne l'ai pas ici, le terme. Mais enfin, ce sont des banques ombres qui ne s'appellent pas banques, mais quand même, qui agissent comme une banque. Et puis, regardez, ils sont très forts dans les produits dérivés. Donc, les dérivés, par exemple, regardez. Donc, en 1980, ça c'est le AIG que vous avez ici, American Deposit International Group. En 2008, cette compagnie d'assurance était toujours la plus grande au monde. Imaginez, elle a son siège à New York, mais elle a des ramifications sur la planète entière. Qu'est-ce qu'elle faisait, AIG? Regardez, juste pour vous donner un exemple. Il y a une banque européenne, nous sommes en 2008, et il y a naturellement l'histoire des hypothèques, et puis ici on avait la crise des subprimes, c'est-à-dire des hypothèques données dont la qualité accordée à des gens qui ne méritaient pas finalement, qui n'avaient pas la solvabilité de payer l'hypothèque. Et ça crée tout un problème. Finalement, il y avait des banques, mais je connais d'une banque européenne, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était limitée naturellement à ne pas prêter plus qu'un certain montant en hypothèque. Parfait. En même temps, elle avait une compagnie d'assurance, elle avait un contrat d'assurance ici avec AIG. Et la compagnie AIG, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle assurait la Banque européenne que si quelqu'un faisait défaut dans le paiement des hypothèques, c'est AIG qui payait la différence. Parfait. C'est une couverture parfaite. Donc, notez bien qu'est-ce que ça fait, cette situation-là. C'est que la Banque européenne, qui était limitée à ne pas prêter plus que 80% du 100 dollars de dépôt, se permettait de prêter plus parce qu'elle était garantie, en cas de défaut, d'avoir AIG qui payait la différence. Ça, c'était beau. Donc, ça augmentait le risque de la Banque européenne. En même temps, AIG continue à fournir la contrepartie et à dire, OK, si ça ne marche pas, vos hypothèques, c'est moi qui paye. Et donc, c'est des swaps, c'est ce qu'on a marqué ici, Credit Default Swap. Et, et ce sont gré à gré, donc entre la banque et AIG. Finalement, ce qui est arrivé, c'est que l'histoire des hypothèques, ça a vraiment mal tourné en 2008. Et finalement, beaucoup de gens ne payaient pas l'hypothèque. Ne payant pas l'hypothèque, ben dans le cas de la Banque européenne en question, c'est que la Banque européenne demandait à IG, ben, tu me payes finalement le fait que j'ai des... Oui, mais AIG s'est retrouvé avec un paquet de banques qui avaient le hedge, la couverture avec l'assurance, mais que leurs clients ne payaient pas l'hypothèque, et donc ils demandaient à AIG l'argent qui était convenu. Mais AIG risquait la faillite parce que finalement, elle n'avait plus d'argent à donner. Imaginez les problèmes qu'on avait en 2008 avec cette histoire des hypothèques. Et finalement, l'histoire des hypothèques, c'était quelque chose parce que, voyez-vous, il y a un mot ici peut-être qui n'est pas donné, mais c'est le mot titrisation. Est-ce que je l'ai mis? Titrisation. Je ne l'ai pas mis. OK, titrisation, ça veut dire quoi? C'est transformer une dette dans une autre dette. Et imaginez juste pour vous simplifier tout simplement les choses. Regardez, une hypothèque, non, une banque, mettons, américaine, donne une hypothèque à quelqu'un qui finalement, c'est tout là, il accorde à l'hypothèque. Après quoi, la banque prend cette hypothèque et la passe à une autre institution. Cette autre institution qui n'a pas l'argent pour payer le montant de l'hypothèque qu'elle reçoit, elle transforme finalement cette dette, elle la transforme dans une autre obligation. Et elle vend les obligations au public. Donc le public achète des obligations qui appartiennent à une compagnie, laquelle fait de l'argent grâce au fait qu'il y a les gens qui payent l'hypothèque. Mais si les gens ne payent pas l'hypothèque, tout le château plouf tombe et le château de cartes il se met à tomber. Ça, c'était les problèmes des subprimes de 2008. Naturellement, il y avait les assurances, il y avait tout ça. Donc, ça, c'est le monde, finalement, tout ce qui est arrivé en réalité. Quand la banque normale donnait une hypothèque et puis elle passait l'hypothèque à quelqu'un d'autre, ben, ce quelqu'un d'autre était finalement une sorte de banque parallèle. Et c'était donc, mais elle n'avait peut-être pas les moyens, comme je vous dis, de pouvoir payer les hypothèques qu'elle achetait de la banque qui avait émis les hypothèques.
Donc, finalement, elle faisait une émission, imaginez, d'obligations. Et puis, elle vendait ses obligations, et qui pouvaient être bonnes, pas bonnes, mais que finalement se sont révélées souvent des bidons à un certain moment, parce que les gens ne payant plus l'hypothèque, la compagnie qui avait émis les obligations ne pouvait plus payer les coupons, et donc ça faisait défaut. Ça, c'est le problème des 2008, entre 2008 et 2012. C'était avait été un problème tellement immense que finalement, finalement, il y a eu comment dire, la Banque centrale américaine, et comme ici au Canada, on a fait le quantitative easing, c'est-à-dire de pomper de l'argent pour récapitaliser les banques et les institutions financières et tout ça qui avaient brûlé beaucoup d'argent. Est-ce que ce monde-là est un monde le monde donc des banques parallèles, est-ce que quelque chose qui va mourir, qui va... Non, elle est là et ça reste là et point final. Est-ce que c'est grand? C'est immense. Absolument immense. Ça fait concurrence aux banques, mais nous, on ne le voit pas vraiment, parce que nous, dans notre simplicité de vie, on a affaire juste avec notre banque, avec laquelle on a l'hypothèque et des choses comme ça. Mais en arrière de ça, il y a tout un monde qui est vraiment, qui se tient. Donc, on dit que ces banques parallèles font vraiment concurrence aux banques normales. Mais est-ce qu'on peut les freiner? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui pourrait empêcher leur fonctionnement? Pas vraiment. Ben, ça demande, je ne dis pas que c'est une volonté politique, mais c'est beaucoup plus vaste. C'est que vous avez les paradis fiscaux qui aident là-dedans aussi pour faire des sociétés intermédiaires. Donc, dans les paradis fiscaux, vous avez ces banques parallèles aussi. Et donc, enfin, c'est un monde compliqué. Mais c'est juste pour vous dire, dans les références qu'on vous a mis, il n'y en a pas beaucoup, il y en a quatre. Surtout la première, allez la voir, c'est vraiment très intéressant, celle sur Wikipédia, qui vous raconte un peu comment c'est fait, comment se sont faites donc ces banques parallèles. Autre chose, dans le cas de Wikipédia, si vous le lisez fait en France, c'est un peu réduit comme présentation, mais si vous le lisez fait en anglais, c'est magnifique, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples et puis tout. Naturellement, vous dites, si vous n'aimez pas le lire en anglais, ben, vous le mettez sur Google et il va vous le traduire en français automatiquement et c'est vraiment bien comme traduction et c'est facile à lire. C'est un domaine vraiment passionnant et je dois vous dire, encore une fois, tout ce que nous, on voit, c'est simplement notre banque. Mais en arrière de ça, et avec toutes les autres institutions, il y a beaucoup d'autres banques, en quelque sorte, qui sont classées ou clandestines, si on peut dire comme ça, sans que ce soit vraiment clandestin, parce que tout le monde sait c'est quoi un bureau de change ou c'est quoi un fonds de pension, puis tout ça. Mais on ne sait pas vraiment quelle est la quantité de travail qui est faite en arrière avec l'argent et puis tout ça. Donc, bonne lecture, et puis voilà, c'est tout pour la journée.